Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Me demande un jour Robert Misrahi. Que répondre? Je reste sans voix. À peine le mot bonheur prononcé, il me semble indéfinissable. Au point de me demander si le bonheur existe vraiment. Bien sûr, parfois je suis contente. Je me sens bien. Mais s'agit-il de la joie, de cette joie substantielle dont parle l'ami philosophe quand il évoque le bonheur? Amusé par mon embarras, il me propose d'aller en parler dans un endroit qu'il aime beaucoup. Tandis que nous sommes assis, comme deux garnements, tout au fond du bus qui nous emmène Cahincaha au jardin du Luxembourg, une idée me traverse. Robert, et si nous faisions un film ensemble? Il acquiesce, sans hésitation, avec cette séduction tranquille et puissante que seule donne l'assurance de sa liberté. Et c'est ainsi que je me trouve embarquée avec lui à la découverte de sa philosophie. Je l'écoute et ses propos empruntent le cours de la Seine, ce fleuve ouvert et décidé qui coule devant sa maison et qui, dès sa source, invite à prendre le large et à entrer dans un nouveau monde. C'est une œuvre commune qui est en train de se faire. C'est ici que nous l'avons décidé. Et en plus, cet endroit est symbolique de ce lieu de plénitude que je décris. Il y a tout ce que je dis dans mes travaux, plus tout ce que nous avons dit que nous allions faire et que nous sommes en train de faire. Quand vous êtes présente sur les photos, c'est plus vivant. Et j'ai l'impression qu'on habite mieux le monde. On habite mieux le monde à deux? Oui, oui, oui. On habite mieux le monde à deux. Il est plus... Les deux sont à la fois plus solides et le monde est plus solide. S'il est tenu par deux, n'est-ce pas? Évidemment. Et à quel moment on revient? Quand on voudra. Dans quelques siècles. Voilà. C'est sur les bords de Seine qu'en 1942, j'ai enlevé mon étoile. C'est sur l'un des quais. Vous l'avez jeté à l'eau après? Donc, je l'ai gardé. Au moment où je l'ai enlevé, où je l'enlevais, je la décousais, il y a un petit garçon qui passait, un gosse de 10 ans. Tout seul. Il me voit faire et il me demande, il me dit « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» Et je lui réponds, ben, je la garde, bien sûr. Et je l'ai gardée. Le moment où j'ai enlevé l'étoile pendant la guerre, j'avais une contrainte. La contrainte, c'est quand même la législation pétainiste et nazie. C'est une contrainte lourde. Il fallait que je porte l'étoile. Et j'ai dit non. Contre cette contrainte, j'ai dit non. Alors, j'aurais pu hésiter parce qu'en disant non, je risquais tout de suite le pire. Ben, j'ai accepté le pire, qui était moins pire à mes yeux que l'autre, l'acceptation de la contrainte. C'est-à-dire que pour se libérer vraiment, il faut être capable d'affronter le pire. Si on n'est pas capable d'affronter le pire, c'est-à-dire en deux mots la solitude et la mort, alors on va avoir des contraintes. Mais si on peut affronter la solitude et la mort, il n'y a pas de contraintes qui puissent nous limiter.
Est-ce que vous pouvez nous demander, genre, est-ce que vous voulez un petit café ou des trucs comme ça? Oui. Ouais. Voulez-vous un café, par exemple? Oui, avec plaisir. On peut dire. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà. Je n'ose pas vous proposer qu'est-ce que j'ai d'autre. J'ai pas grand-chose d'autre. Des petits beurres peut-être, mais je vous propose pas des petits beurres. Voilà. Et ça va, ça marche, c'est bon, c'est parti. c'est bon. Ouais, ça enregistre. Alors on peut vraiment parler tranquillement, à bâton rompu. Il n'y a pas besoin de. Très bien. Je suis vraiment contente de commencer ce film avec vous. On a décidé de faire ce film comme sur un coup de tête. Moi, j'en ai le souvenir comme ça. Mais il m'a semblé que c'était quelque chose où on était prêts tous les deux, même si le désir n'était pas formulé avant. Il a jailli parce qu'il exprimait sans doute le désir de faire quelque chose ensemble et de créer ensemble depuis qu'on se connaît. Donc quelque part, il matérialise notre rencontre dans son présent, son avenir, son passé. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il raconte quelque chose de votre travail et de votre travail dans ce qu'il a de concret dans la vie des gens, des êtres et d'une présence au monde. Et peut-être qu'on pourrait partir de là, de ces choses simples, de ce bonheur qui est là autour de nous. Absolument. Tout d'abord, je voudrais vous dire que moi aussi, je suis très très heureux que vous soyez là. Très heureux que nous fassions ensemble quelque chose, en l'occurrence un film. Et je crois que le moment où nous sommes, c'est-à-dire ici, nous, en train de parler, et en train de parler dans cette maison, devant ce paysage assez extraordinaire, cette expérience est à la fois une expérience immédiate, forte, et puis une expérience symbolique. Elle symbolise un peu par l'espèce de plénitude existentielle de signification, par le fait que nous soyons bien. Elle symbolise tout cela que je veux dire, tout cela que j'ai tenté d'exprimer, tout cela que j'ai aussi vécu et dont je voudrais que cela puisse se diffuser. Il s'agit en effet d'expériences fortes, il s'agit du bonheur, ce mot qui est si effrayant pour la plupart de nos contemporains, ce mot qui fait peur parce qu'il implique une difficulté, une sorte d'expérience extrême que tous se disent soit incapables d'atteindre personnellement, soit impossible à réaliser d'une façon humaine. Et c'est de cela dont je suis heureux que vous me donniez l'occasion de parler un peu en détail, concrètement. Réfléchir sur le bonheur ne peut pas consister en une affirmation de bonne volonté, une simple affirmation qui serait une conviction. La conviction selon laquelle le bonheur est possible et nous pouvons le vivre pourvu que nous le veuillions fortement. Je ne peux pas me satisfaire d'une simple conviction qui deviendrait vite une sorte d'affirmation dogmatique. Bonjour Stéphane. Ça ne servirait à rien de dire maintenant je vais jouir de la vie si on n'a pas commencé par reconnaître à autrui une valeur absolue et si on n'a pas commencé par reconnaître en soi un pouvoir absolu. Il faut d'abord avoir reconnu ces choses, transformé, c'est-à-dire avoir opéré sa conversion, pour ensuite être capable vraiment de dire « je vais jouir de la vie ». C'est-à-dire que ça n'a de sens que si on dit « je vais jouir de la vraie vie ». Je vais jouir de l'accomplissement. Ma conversion va me permettre désormais de jouir de l'existence, de jouir des richesses du monde et de, disons-le en résumé, poursuivre le bonheur.
Mais la conversion n'est que la première étape, c'est la mise en place des fondations. Les fondations, c'est la structure du sujet, plus la prise de conscience de ces structures créatrices, et donc la mise en place d'une conversion et d'un nouveau regard. Qu'est-ce qu'on fait avec ce nouveau regard, cette nouvelle liberté, cette nouvelle détermination? C'est ce que maintenant on pourra examiner sous le nom d'éthique de la joie. Quelle est-elle? Qu'est-ce qu'on peut désormais proposer valablement? Alors, les mots sont embêtants parce que, par exemple, rien que quand vous dites le mot vraie vie, eh ben moi je trouve que c'est toujours la vraie vie. Que je la vive de telle ou telle manière, je baigne bien, je suis bien dans la vraie vie. Mais ma perception, vous voyez, les mots ils sont embêtants parce que je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, mais vraie vie, c'est... Oui, vous avez raison. C'est une allusion littéraire à une formule toute faite, initiée par Rimbaud. La vraie vie est ailleurs, dit-il, croit-il. Qu'est-ce qu'on entend à partir de là par vraie vie? Au fond, vous avez raison de protester parce que le mot vrai est mal choisi ici. On entend par vraie vie la vie intense, comblée et justifiée. Mais c'est à cela que je veux arriver. Quand je dis vraie vie, je ne veux pas dire vie vraie, je veux dire vie heureuse. Mais vie pleinement heureuse, réellement source d'elle-même et de sa joie. C'est cette vraie vie qu'il y aura à décrire et qui, je pense que vous êtes d'accord, vous me le dites, ne peut pas être assimilée à la vie spontanée de tous les jours, la vie n'importe comment. Parce que la vie n'importe comment, la vie de tous les jours, elle est commandée encore par nos émotions et nos perceptions fausses. On croit encore vraiment que la victoire de Lyon sur Marseille, par exemple, au foot, c'est quelque chose d'important, de vital. Il y a vraiment des gens qui sautent de joie dans les stades quand leur club a emporté une victoire, c'est-à-dire quand un homme a lancé une balle entre deux bouts de bois et que la balle est passée entre. Tout ça n'est pas sérieux, dira-t-on. Tout ça n'est pas vrai, entre guillemets. Je dirais, moi, tout ça n'est pas substantiel. Ça ne donne pas des joies suffisantes, vraies. Des joies profondes, solides et surtout valables, qui aient du sens. En tout cas, il est important de savoir que je ne préconise pas une vie ascétique. Je préconise une jouissance de la vie qui soit réfléchie, concertée, voulue et adéquate à l'individu concerné. Que ça corresponde bien à ce qu'il veut profondément. Ça marche à condition que ce soit pas la jouissance spontanée, pas ce qu'on appellerait... mais une jouissance réfléchie. C'est ça. Et du coup, c'est plutôt la façon de faire que l'objectif qui compte. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est la façon de faire. Et cette façon doit être une façon réfléchie, maîtrisée. C'est pour ça que c'est pratique. Qui, par exemple, avec une bonne réflexion, le joueur de football ne pleurera pas le jour où il aura été vaincu, où il aura perdu son match. Il ne pleurera pas, il sera dans la réflexion. Par exemple, les deux équipes adverses, à la fin d'un match, même pour la Coupe du Monde, les deux équipes iraient fêter la victoire de l'une des deux ensemble. Il y a de la ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et pourtant, c'est ça qui devrait arriver, puisqu'il n'y a eu de match que grâce à l'autre. Oui, alors là, souvent les échecs, c'est considéré comme crise, mais ce n'est pas forcément des crises qui vont conduire à une conversion derrière. Non, la conversion est produite éventuellement par la crise, oui. Mais pas forcément, vous avez raison. Il y a des crises qui
qui débouchent sur rien. Bah, vous parlez de la crise financière, c'est pour ça que je... Oui, c'est ça. Il y a des crises qui débouchent sur rien, qui ne sont pas utilisées comme occasion du renouvellement. Et oui, hélas, il y en a, la plupart du temps, c'est le cas, parce que finalement, il y a... Moi, je trouve souvent, dans les grandes crises politiques, où souvent, on reste sur son quant à soi et sur des conflits... Absolument. On rafistole. On rafistole. On rafistole, on met des rustines, comme on dit. Et puis, on interprète la crise du point de vue ancien, au lieu d'en faire quelque chose de créateur. Et du coup, chacun a son interprétation qui va être adaptée à sa... Absolument. On l'interprète avec vision. les critères anciens, au lieu de réinventer quelque chose. Ce qui veut dire que la véritable conversion exige du courage et de l'imagination. Il s'agissait bien d'écrire, en souhaitant être utile au lecteur, seulement par le recours en moi à ce qui était à la fois le plus personnel et le plus universel. Je décidai donc de mettre en œuvre, d'approfondir et de déployer ma philosophie du bonheur. Les deux vrais auteurs dont je reconnais qu'ils m'ont précédé et qu'ils m'ont inspiré, il n'y en a que deux, c'est Spinoza et Sartre. Spinoza, c'est, je crois, le plus grand des philosophes. D'ailleurs, la plupart des philosophes, après lui, l'ont admiré. À part ceux qui voulaient brûler ses livres, comme Leibniz, ou ceux qui voulaient l'assassiner, comme ça a été le cas au XVIIe. Tous les philosophes, Hegel, Bergson, Marx, Nietzsche, tous les philosophes ont eu raison d'admirer Spinoza. Alors, c'est un texte tiré du livre de Spinoza qui s'appelle De la réforme de l'entendement, c'est-à-dire de la perfection des méthodes intellectuelles de connaissance. C'est un texte qui, pour moi, est une véritable introduction à l'œuvre de Spinoza. Ça nous permet de comprendre ce qu'il veut. Il dit dans ce texte son but, qui est le but de la philosophie. Et là, je partage entièrement, à la virgule près, tout ce qu'il dit. Quand l'expérience m'eut enseigné que, dans le cours ordinaire de la vie, tout est vain et futile, et comme je constatais que tout ce qui était pour moi cause ou objet de crainte était bon ou mauvais non pas en soi-même, mais en tant seulement que j'en étais ému, j'en vins à décider de chercher s'il n'existait pas quelque chose qui fût un bien véritable, communicable par soi, et par lequel, ayant rejeté tout le reste, l'esprit put être exclusivement concerné. Quelque chose, enfin, dont la découverte et la possession me fissent éprouver pour l'éternité une joie permanente et souveraine. Voilà son but. Il constate la relativité de toutes les poursuites quotidiennes. C'est ce qu'on disait un peu hier à propos de la conversion. Rien ne vaut, si on regarde bien, de tout ce qui se fait ordinairement. Mais pourtant, on désire quelque chose de profond, comme vous le disiez tout à l'heure, on désire déjà quelque chose qui soit une joie vraie. Alors il faut chercher si ça existe et qu'est-ce que c'est. Alors Spinoza, et j'essaye de faire comme lui, ne se contente pas de dire « oui, oui, ça existe, soyons confiants, ayons l'espoir ». Non, il essaye de démontrer pourquoi ça existe et comment. Et c'est ça la philosophie. La philosophie, c'est l'éthique, en fait. Il y a aussi Sartre, on pourrait parler de Sartre. Vous voulez qu'on parle un peu de Sartre? C'est intéressant parce qu'il donne la liberté. Il donne la liberté, c'est ça, Il on donne peut la pas. source de la liberté parce qu'en fait, ils ont participé aux fondations, on va dire. Oui, absolument, c'est essentiel. On va quand même mettre... On va fonder complètement, on fonde avec Spinoza. Voilà, Spinoza et ça, oui, formidable. Alors,
Alors ça, c'est l'ouvrage, c'est L'être et le néant. Oui, enfin... Vous voyez, c'est la première édition, hein, avec sa dédicace. 43. Le chapitre sur l'existence d'autrui est un chapitre pessimiste, où il montre que chacun cherche à dominer la liberté d'autrui, il n'y a pas de solution, la haine non plus n'est pas une solution, il n'y a rien à faire. Il termine le chapitre. Dernière phase du chapitre. Après l'échec de cette tentative, la haine, il ne reste plus au pour soi, c'est-à-dire le sujet, qu'à rentrer dans le cercle et à se laisser indéfiniment balloter de l'une à l'autre des deux attitudes fondamentales. La haine ou la servitude, enfin, il n'y a pas de solution. Puis, petite note, et c'est cette petite note, 1, qui m'a également très marqué, je reconnais volontiers. Ces considérations n'excluent pas la possibilité d'une morale de la délivrance et du salut. Moi, je n'aurais pas dit comme ça, mais enfin. Mais celle-ci, cette morale, doit être atteinte au terme d'une conversion radicale dont nous ne pouvons parler ici. C'est fabuleux. Vous avez... Et moi, j'ai pris ça au sérieux. Je dis, mais c'est là que tout commence. Dans les notes de bas de page. Comment ? Dans les notes de bas de page. Dans une note de bas de page. Et il ne l'a pas fait, ça. Il n'en a jamais parlé de la conversion, même si le mot apparaît une ou deux fois. Voilà, on a donc deux piliers, mais au-delà de Spinoza, qui nous a bien aidés pour démarrer, il faut donner une place à une nouvelle forme de la liberté. Et au-delà de Sartre, qui lui aussi nous a bien aidés à démarrer, il faut donner un contenu maintenant à la liberté. Et ce contenu, qui à mes yeux va être le bonheur, ou la joie, les actes de la joie, on ne peut pas se borner à l'évoquer simplement comme fait Spinoza et à dire c'est la pleine satisfaction de soi. Mais quelle est-elle dans son contenu, cette satisfaction de soi? Il faut encore aller au-delà. Il faut aller au-delà de Spinoza grâce à Spinoza et Sartre et aller au-delà de Sartre grâce à Spinoza et Sartre. Grâce à ces deux philosophes, en les prenant au sérieux, on peut les dépasser, c'est-à-dire pas les dépasser, faire le travail auquel ils nous appellent. Leur œuvre nous appelle à un travail. Et ce travail, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mes moyens. Et puis, il faudrait continuer, etc. Dans l'amour, il y a une rencontre. Le fait de la rencontre est important. Et le fait de la rencontre n'est pas, comme on croit, le croisement de hasard, le croisement contingent de deux lignées de vie. Deux vies se rencontrent, se croisent par hasard, et appellent ça une rencontre. C'est pas ça. La véritable rencontre entre des gens qui vont décider de s'aimer, qui s'aiment d'emblée, mais en même temps qui décident de consentir à leurs désirs, cette véritable rencontre, elle est la rencontre de deux projets proches. Il n'y a rencontre entre un individu qu'on va appeler l'individu A et un autre individu qu'on va appeler B. Il n'y a de rencontre entre A et B que parce que les perspectives, je vais résumer, les perspectives existentielles de ces deux-là sont proches. Avec ces mêmes perspectives,
peut se construire quelque chose qui va être commun. Car l'amour va être la construction de quelque chose de commun à deux sujets. Cette rencontre va mettre en évidence un événement plus fondamental qui est la reconnaissance. Reconnaître autrui, c'est reconnaître et admirer sa liberté de sujet universel, mais c'est en même temps reconnaître et connaître et admirer, puisqu'on est dans l'amour, sa spécificité. Dans l'amour, il y a l'amour tout autre, reconnaissance, rencontre, puis un autre phénomène aussi maintenant, justification. Que veut dire ce mot? Ce mot veut dire que nous avons alors à ce moment une raison de vivre. Une justification, c'est le fait que non seulement j'ai un but, mais en plus, j'ai raison de vivre. L'individu qui entre en amour entre comme dans une deuxième vie. Il vit les choses comme si l'autre, par cet amour, lui donnait une seconde vie. C'est ça la seconde naissance. C'est la seconde vie, la vie nouvelle qui est ouverte par l'amour. Un amour est forcément l'entrée à deux dans une nouvelle vie. La nouvelle vie est intérieure. C'est un nouveau regard sur le monde, un nouveau regard sur sa propre existence et en même temps le déploiement de la joie. Donc du coup, on peut Voilà. même parler en même Oui, temps. absolument. Est-ce que ce, oui, Oui, heureusement. Est-ce que ce qu'on dit est enregistré là? Non. On s'en fiche. On s'en fiche, mais est-ce que c'est enregistré? Oui, je pense que c'est enregistré. Bon, mais c'est très bien. Mais c'est très bien parce qu'on entend Que ça bien. soit simultané. Oui, oui, bien sûr. Ce que je trouve intéressant par rapport au fleuve aussi, c'est le fleuve contient sa source et sa destination. Oui. Parce qu'en même temps, il est permanent, comme vous dites, mais en même temps, dans son déplacement, sa source est sans cesse renouvelée Oui. dans son mouvement. Elle est toujours là. Les gouttes d'eau, ou je ne sais pas, là où l'eau de sa source circule là dans son actuel vécu jusqu'à la projection à la mer. Oui. Ça, pour ça, c'est que je trouve qu'il évoque votre pensée un peu. C'est ça, que la fin est dans le commencement. Oui. Et le commencement, c'est déjà vers où il veut aller. Et il y va. Voilà. Et il le réalise. Voilà, c'est que Ah la oui. source est dans le futur, enfin je veux dire. Oui, tout à fait. La source est dans le futur. Et le futur se réalise. Et source et futur se rejoignent dans un présent dynamique. Oui, voilà. Et ça, c'est représenté particulièrement bien par un fleuve. Alors, sur la gauche du bateau, vous pouvez découvrir le moulin d'Andé. Ce moulin exerce actuellement en tant que refuge de musiciens qui viennent des quatre coins du monde pour se reposer et composer. À ce moulin d'Andé, il est venu des personnalités les plus illustres, puisque le grand Herbert von Karajan y est venu. Puis moi aussi, je suis venu. Vous aussi, et puis Robert. Puis nous aussi. L'eau de la Seine coule, et en même temps, c'est toujours la Seine. Le fleuve coule, et en même temps, il est le fleuve intemporel. Il y a ici, dans une certaine région du monde, une certaine région du pays, il y a un fleuve qui s'appelle la Seine, et qui est là. Bien sûr, il est le fruit d'une histoire géologique. Bien sûr, il peut être transformé, asséché, dévié, mais il n'empêche, en gros, il est là. Il est là, hors du temps. Hors de mon temps, en tout cas. Il existait avant moi, il existera après moi. Alors pour l'instant, restez confortablement installés à vos places, le temps que l'on pratique à la manœuvre d'amarrage. Merci à vous tous. Mais on a fait une belle croisière. Ouais, c'était bien, Hein? c'était super, je suis ravie. Maintenant, si vous voulez,
nous avons le droit de prononcer ce mot fort, qui est bonheur. La contemplation artistique de la peinture, de la musique, de toute œuvre littéraire, poétique, est une joie. Mais c'est une joie active. C'est une joie active parce que pour saisir la beauté d'une œuvre, quelle qu'elle soit, un tableau de la Renaissance, une sculpture, une architecture, pour saisir la beauté d'une œuvre, il faut être actif. Soit avoir des connaissances et les mettre en œuvre, soit, même sans avoir de connaissances techniques, être intensément présent et contempler d'une façon continue et active l'œuvre qui nous réjouit. Je pense que l'art est destiné à la fois à créer un nouveau monde et à donner de la joie dans l'immédiat par la contemplation de ce monde qu'il a déjà créé. Donc l'art est destiné à donner une joie. Vous pourriez me dire, il y a d'autres questions qui se posent peut-être. La question des obstacles, est-ce qu'il n'y a pas des obstacles? Il y a des obstacles élémentaires, mais c'est tellement évident que j'ai pas besoin d'y insister. Et c'est pas parce que je n'y insiste pas que je n'y songe pas. Imaginons la situation de quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas de, comme on dit aujourd'hui, qualification. Il vit, il est seul dans le monde. Il n'a pas de logement. Et il est souffrant. Je sais bien que ça existe. Une misère extrême, une souffrance extrême, une incapacité extrême. C'est évident que c'est un obstacle. C'est évident que la question ici ne se pose pas. Il faut que l'individu concerné soit capable d'opérer, qu'il soit en situation, qu'il ait un minimum pour vivre, un toit pour se loger, et puis qu'il ait les capacités. Et ces capacités sont données à tout le monde, à la condition qu'on ait rempli certaines conditions politiques. Et nous rencontrons ici le politique. Je l'ai également traité dans différents de mes travaux, dans différents livres. Le politique ici, pour moi, va consister dans la réponse à la question suivante. Qui et comment donner à n'importe quel individu les moyens intellectuels de construire sa vie et sa joie? Il faut qu'on lui donne ces moyens. Il est clair que tout ce que je dis n'est pas immédiat, n'est pas compréhensible immédiatement, n'est pas réalisable immédiatement par n'importe qui. J'en suis tout à fait conscient. Mais j'ajoute, c'est justement la raison pour laquelle nous devons être attentifs à la question de l'éducation.
La philosophie que je propose n'est pas élitiste parce qu'elle affirme en même temps qu'il y a à créer une société telle qu'elle puisse construire des institutions éducatives et culturelles telles qu'elle puisse donner à tous les individus le moyen de construire leur vie et leur joie. Alors il est clair qu'une telle société est une société démocratique, presque par définition, ou doit être une société démocratique. À un enfant dans de bonnes conditions, on peut tout lui apprendre, et la liberté notamment. Il peut ne pas devenir violent, colérique et anorexique. Il peut le devenir, il peut ne pas le devenir. Qui? Seulement les enfants profs? Évidemment non, tout le monde, tous les gosses. Donc ça, on a réglé la question. C'est en ça que Cerisy est fabuleux. On a réglé la question, on sait aussi, on a répondu à la politique, on sait qu'il faut une autre constitution et des coopératives, une autre éducation, on sait tout ça, et maintenant enfin on arrive au cœur. Il reste tout à faire, mais nous avons tous les instruments. Nous avons la certitude que le désir est légitime. Nous avons la certitude que l'homme est libre. Nous avons la certitude que, dans le cours ordinaire de l'existence, il y a désordre et violence. Il y a ignorance et violence. Nous sommes sûrs de cela. Nous sommes libres. Nous savons ce que nous voulons. Cela n'existe pas encore, donc c'est à construire. Il faut s'y mettre. Comment? Dans quelle mesure? Pourquoi faire? Eh bien, je vous en parlerai. Lorsque peut-être vous aurez lu Les Actes de la joie, ou peut-être Construction d'un château. Le livre est ici, à la bibliothèque. Qu'est-ce donc que ce château à construire? À construire en granit, comme ici, où l'on est bien. Mais qu'est-ce donc que ce château du livre? Je me suis interrogé sur ce qui représentait, aux yeux d'un grand public non averti, le bonheur. Et ce qui représente le bonheur, c'est un château. J'ai donc réfléchi à l'idée et au symbole le plus fort, le plus prenant, le plus facile à comprendre. Si on parle de vie de château, on comprend ce qu'on veut dire. Alors immédiatement, la réponse est ceci: ah oui, mais c'est imaginaire, c'est pas possible, c'est des châteaux en Espagne, ça n'existe pas. En tout cas, on a indiqué à quoi on songe. Et puis d'ailleurs, j'avais découvert évidemment, comme tout le monde en France, Kafka. Et j'avais donné une grande importance à son livre qui s'appelle Le Château. Le livre de Kafka consiste à montrer qu'on ne peut pas rentrer dans le château. Ça correspond au pessimisme contemporain. On ne peut pas construire une vie qui soit pleinement satisfaisante. Et mon idée à moi, qui était nourrie déjà de Spinoza, mon idée à moi était que, au contraire, on peut. On peut entrer dans le château. On peut entrer dans le château, mais il y a une seule façon d'y entrer, c'est de le construire soi-même.
avec votre philosophie, on arrive au moment substantiel. Oui. Puisque ce moment substantiel, il est tout, n'est-ce pas? Mmh. Il est illimité, à mon avis. Absolument, il est total. C'est la plénitude, dynamique, mais accomplie. C'est ça le bonheur, c'est ce moment substantiel. Oui, oui. Et ça, c'est... Il est là avant nous, et il est là en nous. Il est là par nous. Il est là par nous. Il est là par nous. Et nous, hein, nous. Pas par je, pas par un individu isolé. Non, ça, non. Mais par au moins deux. Au moins deux. Alors, j'ai Lumière commence mon liberté dans l'édition originale, oui. Mais je n'en ai qu'un seul exemplaire. Ah bah non, bah alors. Je peux vous le prêter si vous me promettez de me le renvoyer. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais je suis très lente à lire, parce que comme c'est compliqué, je lis... Dans 6 mois, dans un an. Oui, dans un an, ça me semble être un bon pronostic pour que je lise un de vos livres. Je ne mets pas moins. Et encore un an, c'est parce que là, je vais m'y atteler dans l'idée que vous en avez besoin. Dans un an, j'en aurai besoin. Ok, donc il faut que je revienne dans un an avec, n'est-ce pas? Oui, voilà. Oui, absolument. Le bonheur, ça n'est rien d'autre qu'une vie qui a un sens, mais qui en même temps est une vie intense. Une vie qui va au centre des choses. Une vie qui est intense et réelle. Intense, substantielle, à la fois intemporelle et puis active. Elle est dans le temps, bien sûr. Elle est réelle et elle est consciente. Elle est tout à fait consciente. Elle connaît, par exemple... la conscience ici connaît par exemple les problèmes de la maladie, les problèmes de la vieillesse. La vieillesse, c'est quand même pas rien. Quand on atteint les 90 ans, on n'est quand même pas loin de la fin. Hein. Il faut donc réfléchir d'une certaine façon. Mais on sait tout ça. Quelqu'un qui a réfléchi sait tout ça. Il sait qu'il va mourir et que le bonheur est une affaire de maintenant. Le bonheur est l'affaire de maintenant et de demain, peut-être pas d'après-demain. Mais après-demain, c'est le moment de notre mort à tous. Donc, peut-être pas après-demain, mais demain, oui. Le bonheur est une affaire d'aujourd'hui et de demain. Le fait que le bonheur, on s'y réfère très souvent aujourd'hui, prouve deux choses. D'abord, la prise de conscience du fait que ma recherche est encore plus pertinente que je n'imaginais. Oui, j'ai raison de m'en préoccuper, je regarde autour de moi, tout le monde s'en préoccupe. Mais la deuxième réflexion à faire, c'est qu'on ne se préoccupe encore que d'un bonheur conçu d'une façon simplement étroite, empirique, matérielle. On appelle bonheur les premiers conforts indispensables, et personne ne se soucie de la suite. Mais pourquoi donc faut-il que les individus aient un logement convenable? Mais pour être heureux et construire leur future joie. C'est tout simple.
j'ai aimé lire parce que j'ai aimé redécouvrir que vous reveniez vers vous et que vous reveniez à cette activité qui vous comblait le plus, qui était écrire. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est l'activité qui vous comble le plus. Oui, c'est celle qui me comble le plus, c'est celle qui correspond le mieux d'une part à ce que je sais faire et d'autre part à ce que j'aime. Oui. Réfléchir, écrire, à la fois pour, si vous voulez, pour m'adresser à quelqu'un et puis pour fixer les idées. Et puis surtout, c'est pour moi la façon de m'adresser aux gens, mais de m'adresser aux gens en profondeur. Écrire est une sorte de communication assez particulière. Écrire, c'est parler de nombreuses fois à une seule personne. En écrivant, j'attends patiemment. J'attends patiemment la suite des événements à mon âge. En écrivant, la fin de vie peut se faire tranquillement. Voilà. Je crois que j'ai eu raison. Je crois que j'ai raison de dire ce que je dis. Je crois que je suis dans la vérité. Alors, cette vérité, je dois la creuser toujours plus, l'enrichir toujours plus, mais pas la changer. C'est la dernière image du film. Dans le rien de lumière, dans le va-et-vient sonore des vagues, et avant la nuit joyeuse où nous allons reprendre notre route, je relis, en savourant chaque mot, à la fois comme accomplissement et comme invitation à retrousser mes manches, je relis cette réponse de Robert à notre question initiale. Peut-on maintenant définir le bonheur, pour moi-même et pour chacun ? Il est le sentiment de soi comme joie de l'accord avec soi-même et avec le monde. Il est la disponibilité constante pour le sentiment de la grande joie. Et il est l'heureuse synthèse du mouvement et du repos, l'harmonie entre l'activité créatrice et la jouissance de vivre.